Bonjour, bienvenue tout le monde au Hub des territoires, l'espace d'échange et de développement de la Banque des territoires. Je suis Alexandra Rengo-Botman, responsable innovation à la Banque des territoires et membre de l'équipe de pilotage de ce lieu. Nous sommes ravis de vous accueillir cet après-midi pour ce cinquième événement du cycle dédié à la transition agricole et alimentaire et qui va clôturer ce cycle en 2023. Jusqu'à là, nous avons pu aborder des enjeux d'ampleur qui portaient autour de la résilience de notre système alimentaire, sur le foncier agricole, sur le développement de projets agriculteurs urbains et sur la restauration collective. Et aujourd'hui, un temps dédié sur la transition alimentaire et la cohésion sociale, comment penser notre système alimentaire pour le rendre plus inclusif. À l'issue de cet événement, l'équipe de Hub va produire, comme on fait à chaque cycle, un podcast, le Hub à l'écoute, qui va reprendre pour permettre à découvrir et redécouvrir l'ensemble des messages, on espère, principaux de ce cycle. Avant de passer la parole à Léonie Defeigneux, chargée d'investissement à la direction de l'investissement à la Banque des territoires, je reviens juste quelques instants sur le Hub des territoires. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, nous sommes un dispositif destiné à réunir et animer l'ensemble des acteurs territoriaux des écosystèmes de la Banque des territoires. On souhaite donc faire collaborer public et privé et à inspirer bien sûr des réussites territoriales en passant par leur mise en visibilité pour un grand nombre. Pour cela, nous avons une programmation riche que vous l'avez peut-être déjà vu dans le cycle à travers des événements, des ateliers, des débats et également des podcasts. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à notre newsletter et à consulter notre programmation sur banquedeterritoire.fr. Et sans plus attendre, je passe la parole à Léonie. Bienvenue. Merci Alexandra. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont connectés à distance. Bienvenue au Hub des territoires pour cet événement qu'on a intitulé Transition alimentaire et cohésion sociale. Comment repenser notre système alimentaire pour le rendre plus inclusif, plus accessible et plus démocratique. Donc je travaille à la Banque des territoires sur des sujets d'investissement dans la transition écologique et sociale. Et donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour introduire cette conférence. C'est le dernier volet de notre cycle sur la transition agricole et alimentaire qu'on a organisé toute l'année ici au Hub. Donc la thématique choisie aujourd'hui est vraiment à la jonction de deux axes stratégiques de la Banque des territoires, à savoir la transformation écologique et la cohésion sociale. Donc ça faisait complètement sens de terminer le cycle sur cette thématique aujourd'hui. La transition agricole et alimentaire fait désormais partie des mesures phares sur lesquelles la Banque des territoires souhaite concentrer son action pour accélérer la transformation durable de nos territoires. Et pour autant, c'est une thématique qui est encore assez récente dans nos actions. Et donc, en réponse aux sollicitations croissantes qu'on a eues des différents acteurs avec lesquels on travaille, on a développé une offre qui se décline à travers différents outils. Donc, il y a une offre d'accompagnement aux collectivités dans leurs projets avec Territoire Conseil. Il y a une offre d'investissement en haut de bilan pour des structures privées, notamment de l'ESS, mais aussi des entreprises publiques locales. Une offre évidemment de prêt très long terme, essentiellement à destination des collectivités. Et on fait également de la gestion de mandats opérés pour le compte de l'État sur ces thématiques-là, donc avec Territoire d'innovation, l'AMI, démonstrateurs territoriaux sur la transition agricole et alimentaire et différents autres programmes. On a donc pensé ce cycle de conférences pour les collectivités, pour notre écosystème aussi d'acteurs à impact qui travaillent sur le sujet de la transition agricole et alimentaire. Pour s'enrichir, pour tirer des enseignements, des expériences des uns et des autres, repartir avec des idées à mettre en œuvre aussi sur son territoire, et puis aussi faire apparaître des synergies entre les acteurs et favoriser les liens.
Aujourd'hui, pour échanger sur cette question donc, de la démocratie alimentaire, on a prévu une intervention en 2 temps. Nous avons invité donc, la Fondation Carasso, qui est un de nos partenaires et qui est spécialiste du sujet, pour nous apporter un peu son regard sur cette question et introduire la table ronde. Et puis, dans un second temps, nous avons fait venir donc, des acteurs du secteur qui vont nous présenter comment ils agissent pour favoriser un accès digne à une alimentation de qualité pour toutes et pour tous à l'échelle de tous les territoires. Donc, avant d'inviter nos intervenants, je vais passer la parole à Mathilde Douillet, qui est responsable de l'axe alimentation durable à la Fondation Daniel et Nina Carasso et qui va nous faire l'honneur d'introduire cette table ronde. Merci beaucoup, Léonie. Mais merci beaucoup à la Banque des Territoires de nous avoir invités. C'est un vrai plaisir d'être en partenariat avec vous. Et je suis ravie d'introduire ce sujet qui est vraiment un sujet extrêmement important pour nous. À la Fondation Daniel et Nina Carasso, nous travaillons depuis plus de 10 ans à la transition écologique en France et en Espagne des systèmes agricoles et alimentaires. Et pour nous, les sujets de justice sociale, d'inclusivité et de démocratie, c'est vraiment des impératifs pour réussir la transition écologique des systèmes agricoles et alimentaires. Donc en introduction, avant d'accueillir tous les panélistes de la table ronde qui vont suivre, j'aimerais partager avec vous 6 messages qui me semblent importants à garder en tête quand on ne connaît pas forcément les sujets de cohésion sociale, d'inclusivité, de démocratie sur la question de l'agriculture et de l'alimentation. Et le premier d'entre eux, c'est peut-être un des messages principaux, c'est qu'aujourd'hui en France, il faut savoir que la pauvreté est l'une des premières causes de l'insécurité alimentaire en France et qu'on vit une crise sociale sans précédent. Et donc que tous les acteurs qui agissent dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation agissent aussi dans le contexte d'un système social qui est défaillant par rapport à cette crise sociale. Ce système social défaillant, ça signifie qu'en fait une partie des personnes en insécurité alimentaire aujourd'hui en France, ce sont des personnes qui, malgré le système social, sont des personnes aux minima sociaux, ce sont des personnes qui sont des travailleurs ou travailleuses, ce sont des personnes retraitées, ou ce sont des jeunes étudiants ou étudiantes. Et donc ça signifie que ce n'est pas forcément les profils de personnes auxquels on pense immédiatement. Il existe il existe la très grande précarité, la très grande insécurité alimentaire, mais il existe aussi une beaucoup plus grande diversité de profils, et ces personnes ont des besoins qui sont différents. Et malgré le constat que ces profils se diversifient, il y a de plus en plus de personnes qui sont aussi en insécurité alimentaire de long terme. Donc, qui sont dans cette situation-là, pas pour quelques mois. Ça ne va pas se résoudre à très court terme, mais c'est des solutions qu'il faut leur apporter, qu'il va falloir trouver sur le moyen long terme. Or, il faut garder en tête qu'en fait, on ne connaît pas bien. On a assez peu de données en France, malgré le fait qu'on est dans un pays qui a beaucoup de données, qui a des institutions de statistiques qui sont très riches et actives. En fait, on étudie assez peu le profil des personnes en situation d'insécurité alimentaire. Et donc, on a peu de données, on méconnaît de manière assez profonde les profils de ces personnes, notamment au niveau local. Donc, quand on a un acteur local et qu'on souhaite s'adresser au public en situation d'insécurité alimentaire, dans la plupart des cas, en fait, on ne sait pas très bien à qui on s'adresse. Et du coup, ce qu'on peut retenir de ce sujet-là, c'est que depuis le territoire, les questions importantes, c'est dans quel contexte j'opère, qui sont mes publics, quels sont vraiment leurs besoins, et comment face à la diversité des besoins, je peux créer une diversité de réponses et de dispositifs. Et donc, on en parlera probablement avec nos invités, mais pourquoi un transfert monétaire direct est peut-être plus efficace que les dispositifs historiques, comme l'expérimente le département de Seine-Saint-Denis avec Action contre la faim, comment une tarification sociale dans les cantines scolaires, ça peut résoudre l'insécurité alimentaire des enfants. Et donc, peut-être il y a une grande diversité de formes de réponses. Et parce qu'il y a une grande diversité de formes de réponses, il y a un très fort enjeu à les coordonner à l'échelle territoriale. Et ça, peut-être que Julien Ada nous en parlera, parce que l'expérience de territoire à vivre qui a été menée les 2 dernières années dans un certain nombre de territoires a démontré l'importance de cette coordination. Et c'est également une des conclusions de cette instance nationale de coordination de la lutte de la précarité contre la précarité alimentaire, le COCOLUPA, où on a travaillé au niveau national pendant 2 ans
avec une très grande diversité d'acteurs. Et voilà, le sujet de la coordination locale de la diversité des réponses a émergé comme quelque chose qui manque aujourd'hui et qui est nécessaire. Le deuxième élément sur lequel on m'avait interrogé, vous l'avez tous lu, entendu, observé, c'est que l'aide alimentaire historique est à bout de souffle. C'est quelque chose qu'on entend, qu'on lit. Et effectivement, dans le contexte d'inflation actuelle, d'explosion de demande, en fait, elle est plus qu'à bout de souffle, elle est au bord de la faillite. Et plutôt que de la sauver à tout prix dans un modèle à l'identique, notre posture à la Fondation Carasso, c'est de penser qu'il est impératif de l'aider à se réinventer et d'aider à changer ce modèle historique. Ce que j'appelle l'aide alimentaire historique, pour qu'on se comprenne bien, c'est cette aide alimentaire qui a été majoritairement pensée pour des situations d'urgence temporaire et qui a fait cette promesse depuis 40 ans, qui est devenue l'indicateur principal aujourd'hui des pouvoirs publics nationaux pour l'évaluer, qui est comment on distribue beaucoup d'aliments pour une grande quantité de gens qui viennent temporairement dans un dispositif, et tout ça pour le moins cher possible. Et donc on fait ça parce que ces distributions, c'est de l'aliment en nature, de manière très uniforme, qu'il n'y a pas de choix pour les personnes, que ces aliments sont achetés en gros au niveau européen ou récupérés, donnés auprès de supermarchés ou d'agriculteurs, et que tout cela, c'est trié, c'est distribué, c'est organisé principalement par des bénévoles. Et on peut dire que, dans une certaine mesure, les acteurs qui ont promu ce système-là, ils ont été clairement dépassés par leur succès. C'est quelque chose ils ont réussi à convaincre les pouvoirs publics qu'il était aussi simple de leur confier la réponse à toutes les situations d'insécurité alimentaire. Et donc, c'est ça la base du problème aujourd'hui. Et comme on n'avait pas beaucoup de données sur la diversité des personnes qui étaient concernées par cette insécurité alimentaire, ça paraissait assez logique de soutenir majoritairement ces systèmes-là qui paraissaient les plus efficients, économiquement notamment, par rapport à ces indicateurs-là. Et on aura le témoignage de Yann Auger du réseau d'épicerie sociale et solidaire Andes. Ça fait partie des rares alternatives qui ont négocié de haute lutte dans les dernières années un budget propre et une place un peu plus conséquente au sein de l'aide alimentaire pour arriver à développer un système un peu différent. Mon troisième point concerne pourquoi la démocratie alimentaire et pourquoi l'inclusivité, pourquoi aujourd'hui ce sont des mots d'ordre qui sont indispensables à prendre en compte. Et donc depuis la Fondation, on a vraiment constaté depuis 10 ans qu'il y a une multitude d'initiatives qui réinventent les formes d'accès. Et ce qui est très important pour nous dans ces initiatives, c'est d'abord qu'elles soient à l'écoute des personnes qui sont concernées par la précarité alimentaire. Et donc il existe historiquement des acteurs qui documentent quels sont les besoins, qui écoutent les personnes en précarité, qui documentent ce qu'on entend quand on prend le temps de leur poser la question de leurs attentes. Donc ATD Carmonde en fait partie. Il y a des très beaux rapports d'ATD qui démontrent que ces personnes en situation de précarité, elles ont des attentes. Et récemment, la semaine dernière, le réseau VRAC a publié le résultat d'une très grande consultation qu'ils ont fait auprès de leurs adhérents et des habitants des quartiers prioritaires. Et quand on regarde les conclusions de ce rapport, cette consultation, la première attente, c'est d'être entendu. C'est d'avoir le choix et c'est de reconquérir la dignité de son alimentation. Et le véritable souhait, c'est d'être inclus dans des dispositifs qui sont, si possible, universels. Des dispositifs qui concernent tout le monde. C'est de ne pas avoir un système alimentaire à part. On parle aussi, VRAC dit, de ne pas avoir de système alimentaire à deux vitesses. Les pauvres, ils ont leurs propres approvisionnements. Et du coup, dans les dispositifs d'aide alimentaire ou de lutte contre la précarité alimentaire, on parle de dispositifs en mixité. Et cela nécessite de repenser comment on travaille, en fait. Parce que le processus démocratique, ça ne s'improvise pas, ça prend du temps, ça demande des compétences. Mais il y a aussi des besoins par rapport aux mécanismes de solidarité dans ces dispositifs. Parce que si c'est des dispositifs de droit commun, comment on organise cette solidarité entre les différents publics pour la mixité ? Et puis, comme je disais avant, comment on fait de la solidarité sur le long terme quand on se rend compte que les personnes qu'on veut aider, ce sont des personnes qui ont des besoins, que la crise sociale, elle dure et qu'on ne peut pas les sortir de ces dispositifs. Il y a des grosses questions qui sont financières, qui sont juridiques, qui sont fiscales, dont les interlocuteurs parleront peut-être. Mais ce que on retient à la Fondation Carasso, c'est que c'est compliqué quand on expérimente. Et aujourd'hui, il y aurait besoin d'aide des pouvoirs publics pour y voir plus clair, pour avoir le droit d'expérimenter et pour avoir de la clarté, notamment sur les dispositions fiscales.
le projet de sécurité sociale de l'alimentation, dont on parlera un peu, il est très fédérateur, notamment autour de la promesse de démocratie alimentaire. Parce qu'il évoque la possibilité de reconquérir le pouvoir d'agir sur son alimentation et en amont de modifier, d'avoir un mot à dire sur le système agricole. Et donc, ce qu'on voit quand on étudie les dispositifs qui proposent ce type de possibilités, c'est que les aspirations des personnes qui sont impliquées, elles sont toutes les mêmes. C'est-à-dire que tout le monde veut manger sain, durable, et souhaiterait rémunérer justement les travailleurs et travailleuses agricoles. Et donc, c'est mon 5e point, c'est qu'en fait, souvent, les dispositifs qui font de l'inclusivité, qui font de la démocratie, c'est des dispositifs qui se rajoutent aussi le défi de changer le système agricole. Parce qu'en fait, faire advenir la transition écologique et la juste rémunération des agriculteurs en même temps qu'assurer une écoute et une démocratie vis-à-vis des mangeurs, c'est énormément de défis à relever en même temps. Des dispositifs et des initiatives qui ont envie de tout changer, elles sont nombreuses, elles se multiplient. Nous, on en finance plein, on en voit passer encore plus qu'on n'a pas les moyens de financer. Mais je veux attirer votre attention sur le fait que, comme elles opèrent dans un contexte où le système agricole il est lui-même défaillant, on le sait tous, la transition agroécologique elle n'est pas encore en place. Donc pour tout le monde, manger plus durable, plus sain, plus juste pour les agriculteurs et agricultrices dans la majorité des cas, c'est plus cher, c'est plus compliqué parce que le système agricole ne l'a pas organisé. Et du coup, c'est d'autant plus compliqué pour les structures qui décident de faire ça, d'atteindre ces objectifs. C'est pour ça que pour nous, à la Fondation Carasso, et pour la table ronde de cet après-midi, c'est extrêmement précieux d'avoir des acteurs comme le réseau CIVAM qui représente les milieux agricoles et qui se mobilisent très activement sur ces sujets-là. La conséquence des différents points que je vous ai mentionnés, ce sera mon dernier point, c'est que si nous souhaitons que ces projets se pérennisent, se généralisent, et qu'on souhaite qu'ils le fassent sans attendre qu'on ait résolu d'un côté les défaillances sociales, de l'autre les défaillances du système agricole, il va falloir qu'on unisse nos forces et qu'on le fasse tous ensemble. Et qu'on soit aussi très réaliste sur les objectifs qu'on donne aux différents acteurs qui tentent de faire ces transformations-là et qui développent des trésors d'énergie et de créativité pour inventer des modèles qui leur permettent de tenter de faire bouger les choses. Et aujourd'hui, à la Fondation, nous sommes vraiment très inquiets pour beaucoup des initiatives dont les modèles sont encore très fragiles et qui reçoivent de la part de la plupart de leurs bailleurs, notamment les acteurs publics, une très forte injonction à inventer des modèles économiques nouveaux qui soient plus autonomes, qui s'autofinancent, notamment en allant vers le monde marchand et à résoudre toute cette équation à très court terme. Et on constate qu'on a fait une étude à la Fondation Carasso avec la chaire UNESCO Alimentation du Monde qui est sortie cette année sur les modèles économiques des nouvelles formes de solidarité alimentaire. Et on constate, d'après nos enquêtes, qu'en fait c'est vraiment impossible d'avoir un projet associatif qui a une vocation sociale, qui veut de l'inclusivité, qui veut de la démocratie, qui veut aussi transformer le système agricole, qui veut un libre choix pour les personnes en situation de précarité économique et qui tente de s'autofinancer. C'est une équation qui n'est pas possible à résoudre aujourd'hui. Et donc, nous, on prend une part à ce rôle-là, on finance des projets comme ça, mais on pense vraiment que ce n'est pas le rôle de la philanthropie de les financer sur le très long terme. Et donc, on en appelle vraiment aux acteurs publics, globalement, à réaliser qu'en fait, ils vont avoir besoin de subventions publiques et que c'est vraiment une tension qui traverse le secteur actuellement. Qui va financer cette solidarité ? Qui va financer la cohésion sociale sur le long terme ? Qui va financer la construction de l'offre alimentaire durable, saine, équitable, locale ? Et donc voilà, donc moi je suis très curieuse d'entendre dans la suite des interventions et dans les échanges avec tous celles et ceux qui sont en ligne, comment les différents acteurs publics voient leur rôle, comment les collectivités territoriales qui tentent de faire bouger les choses sont confrontées à ça, ont certaines clés mais pas toutes, et comment est-ce qu'on peut discuter de la juste répartition des responsabilités, des rôles et des financements pour que chacun trouve le bon rôle. Et en tout cas, je peux vous dire qu'à la Fondation, ce sont vraiment des sujets sur lesquels on travaille très activement. Et donc, on sera très intéressés de poursuivre les échanges. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Mathilde pour cette introduction très complète et du coup on va pouvoir rentrer dans le détail et discuter avec les intervenants de tous ces points que vous avez soulevés Mathilde qui sont vraiment au cœur du débat qu'on voulait aborder aujourd'hui. Et du coup, je vais appeler nos différents intervenants. On a notamment Julien Ada, qui est là aujourd'hui avec nous, qui est donc le directeur du réseau Cocagne. Le réseau Cocagne, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association à but non lucratif qui développe et anime le réseau des jardins de Cocagne, des fermes à vocation d'insertion sociale et professionnelle qui sont certifiées agriculture biologique. Et depuis 30 ans, le réseau Cocagne accompagne vers le retour à l'emploi à travers un réseau de 105 jardins en France et accompagne plus de 5000 personnes par an. Ensuite, on a Yann Auger des épiceries solidaires Andes. L'association nationale de développement des épiceries solidaires a été créée il y a 20 ans maintenant. C'est l'un des principaux acteurs de l'aide alimentaire en France. Andes donne les moyens aux familles à faible revenu d'avoir accès à une alimentation diversifiée et de qualité grâce à un réseau de 550 épiceries solidaires qui permettent d'accompagner 200 000 personnes par an. Merci beaucoup d'être là, Yann. On a également Harry Brodache, qui est le directeur de la délégation à la transition écologique et à la résilience au sein du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Donc, vous allez venir nous présenter aujourd'hui l'expérimentation en cours de préfiguration qui est portée par le CD93 donc, sur des chèques alimentation durable dans le cadre de l'appel à projet Mieux manger pour tous. Et ensuite, nous avons nos autres intervenants en distanciel qui vont prendre la parole tout à l'heure. Donc Emmanuel Thomas, qui est directeur adjoint du pôle biodiversité, paysage, agroécologie et alimentation à Montpellier Méditerranée Métropole et à la ville de Montpellier. Marie-Clémentine Foussa, chargée de mission conduite de projets alimentaires innovants à la ville de Montpellier, qui vont nous présenter avec Marco Locuratolo, qui est coordinateur accessibilité alimentaire à la Fédération régionale des CIVAM Occitanie, qui vont nous présenter donc tous les trois le projet Terrasol, notamment de caisse alimentaire commune à Montpellier. Merci du coup à tous les 6 d'être là avec nous. Je vais commencer par vous, Julien. Est-ce que vous qui travaillez depuis longtemps donc, avec le réseau Cocagne sur ces sujets d'inclusion et de précarité alimentaire, quelle est votre réaction face à cet enjeu de la transition alimentaire ? Merci à vous. Alors déjà, merci de votre invitation et puis du soutien aussi de la Banque des Territoires sur ces enjeux complexes et importants de transition écologique et sociale. Il n'y a rien de plus complexe. Donc, vous me dites quelle est la réaction à la notion de transition alimentaire. C'est un sujet difficile. C'est un sujet difficile. Je me permets de vous dire comment repenser. Effectivement, il faut penser et repenser. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En quoi notre système alimentaire actuel serait exclusif ? Il ne se présente pas comme ça. Tout est disponible. L'objectif de toutes les personnes, c'est d'accéder à ce système alimentaire industriel qui rend les choses disponibles. Il ne se présente pas comme ça. Il se présente sous toute la forme d'un marché qui démocratise l'alimentation. Les subjectivités, nous travaillons nous avec des personnes en situation de précarité tous les jours. Les subjectivités, il faut en tenir compte. Ce que veulent les personnes, les destinées qu'elles cherchent à avoir, c'est accéder à ce système-là. Voilà, donc il faut bien réfléchir à ça, c'est très délicat. Comme les personnes en situation de précarité souhaitent accéder à la mobilité, prendre l'avion. Je me permets de poser ces enjeux-là, qui sont à contrario de ce qu'on peut intuitivement penser quand on veut réformer ces systèmes vers plus d'inclusivité, mais je vais y revenir, notamment dans les travaux du Conseil national de lutte contre les exclusions, qui sont en train de finaliser un rapport très important sur la transition écologique et sociale, et qui questionne ces enjeux-là, notamment par exemple le chèque alimentaire. Le chèque alimentaire, ça peut paraître une très bonne idée. Comment c'est vécu par les personnes ? Comme une contrainte. C'est-à-dire, on vous donne ça pour acheter ça. Ça ne produit pas un sentiment d'inclusivité, mais plutôt d'exclusion. Voilà. Donc, c'est des sujets très très délicats. Mais, cette fois-ci, d'un point de vue du réel, qu'est-ce que nous, on constate ? Le système alimentaire se présente comme un espace démocratique d'accès à l'alimentation pour tous. Or, en fait, il produit de l'exclusion sociale. C'est ça que nous constatons. Les gens n'y accèdent pas.
où ils accèdent à un certain segment d'alimentation. Et nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les conséquences sanitaires sont cruelles. Des taux de diabète 2 dans les quartiers à 35 ans. Une épidémie de surpoids et d'obésité, etc., qui envahit tout l'Occident. Enfin, tout l'Occident, en particulier les pays développés, je veux dire, mais l'augmentation systématique des volumes d'aide alimentaire ne réduit pas la précarité alimentaire. C'est-à-dire les situations de mauvaise nutrition, etc. Donc, bizarrement, un système alimentaire se présente, on a tous envie d'y accéder, finalement c'est une subjectivité qu'on doit reconnaître, et en fait, objectivement, on est exclu de ce système. Et il produit des effets pervers et des effets terribles. Donc il faut vraiment essayer si on veut parler d'inclusion, il faut penser du côté des subjectivités des personnes précaires, c'est-à-dire c'est la meilleure façon pour commencer à penser avec elles. Voilà. Et pas contre elles en disant, maintenant ce qu'il faut manger c'est ça. Et puis il faut passer par ici. Et vous aurez le droit de passer par là. Mathilde Douillet l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment la volonté d'accéder à un universel. Donc il y a bien une façon de repenser entièrement ce système alimentaire. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est des sujets évidemment très compliqués. Qu'est-ce qu'on fait? On attend de résoudre ces équations philosophiques impossibles et sociologiques. Bon, nous, notre credo dans les jardins de Coccade, c'est on agit puis on voit après. Bon, alors c'est un peu... Ils disent ça, hein, moi je répète. Moi, j'ai tendance un peu à réfléchir avant, mais enfin bon, mais en fait, ils ont raison. C'est-à-dire, l'action précède la réflexion. Voilà. C'est-à-dire, on expérimente, on essaye, et on voit ensuite, pas à pas. C'est le principe même de l'expérimentation. C'est-à-dire, ne rien faire, ça serait effectivement rester dans une situation de statu quo. Tenter quelque chose, agir, c'est provoquer un changement. Et dans ce changement, on doit créer de la réflexivité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Et ça, c'est très important. C'est comme ça que nous, on a pu comprendre que les personnes qui produisaient des légumes bio remarquables dans nos fermes, il y a quand même 1 400 000 paniers produits chaque année dans les 105 jardins, des dizaines de milliers de familles adhérentes, etc. Ça représente une portion de la vente directe des bio, etc., qui est importante. C'est pas rien. Voilà. Ben, ces personnes qui produisaient ça, elles ne mangeaient pas à leur faim. Donc, effectivement, on a commencé, suite aux premières crises économiques des subprimes, notamment, 2010, etc., on a expérimenté des paniers solidaires. On a dit, bah, tiens, on va essayer de trouver un système où, effectivement, ces personnes vont être les premières bénéficiaires des légumes qu'elles produisent, en solvabilisant une partie du panier par une intervention publique. Et là, je rejoins Mathilde Douillet, c'est-à-dire qu'il y a forcément un enjeu de publicisation de l'alimentation. C'est à un moment donné où elle devient publique. Voilà. Et une partie reste à charge pour les personnes. C'était une façon d'expérimenter la notion de en payant, j'accède aussi à la consommation. C'est-à-dire je produis un acte de consommation et pas uniquement de dons sur lequel je ne suis pas capable, moi, de faire un contre-don. Voilà. Ça, c'est une expérimentation. Alors, on a des mesures d'impact, on a des études d'impact pour essayer de comprendre si cette action-là, elle est intelligente ou pas, et qu'est-ce qu'elle produit. Et surtout, énormément de partenariats partout en France avec les CCAS, par exemple des communes, où ça génère énormément de relations, toutes les associations de solidarité, évidemment, et c'est là qu'on tente ensemble d'expérimenter avec les personnes au moins une initiative, au moins une tentative de résolution de cette question complexe. Merci beaucoup pour cette première réponse. Et du coup, aujourd'hui, comment, vous, avec votre prisme du réseau Cocane, comment vous pensez la démocratie alimentaire ? Alors, c'est ça, cette notion de démocratie alimentaire est importante, puisque ça voudrait dire qu'on n'est pas en démocratie alimentaire. Hein. Donc, c'est ce que je disais. C'est une déconstruction intellectuelle qui est importante. Nous ne sommes pas en démocratie alimentaire, même si tout est disponible pour tout le monde. Voilà. Donc la main invisible du marché n'a pas bien fait son travail et il faut évidemment des régulations et des acteurs opérationnels de terrain qui font des trucs, qui essayent quelque chose. Hein. Puisque la réorientation du système agro-industriel, ayons l'humilité de dire que ça va être difficile et ce n'est pas notre travail à nous. On est des faiseurs, des opérateurs de terrain. Bon, voilà. Donc penser la démocratie alimentaire, encore une fois, c'est essayer des choses et se remettre en question. Je vais prendre un exemple. On travaille aujourd'hui beaucoup sur la notion d'accompagner des surfaces nourricières d'autoproduction. Bon, des jardins partagés, jardins pied d'immeuble, jardins potagers citoyens organisés, etc. C'est un vrai sujet, l'agriculture en ville, nature en ville, etc. On travaille aussi avec des chercheuses et des chercheurs là-dessus. Je pense à Julien Talpin, par exemple. On a fait des analyses à Roubaix récemment. On réfléchit. Penser la démocratie alimentaire, c'est dire qu'est-ce que nous avons produit ? C'est-à-dire en quoi ce qu'on produit là est inclusif ou exclusif ? Concrètement, si vous faites un jardin partagé et que vous pensez tout de suite à faire des palettes en bois pour faire un accueil thé sympa, puis vous faites un beau graffiti sur le mur, etc., vous êtes en train de produire une situation d'exclusion sociale. Ce n'est pas les codes des gens qui vivent là.
Voilà. Donc, spontanément, on fait ça, on fait un truc cosy, sympa, etc. Donc, on pense qu'on a agi sur la démocratie alimentaire. Puis il faut se rendre compte que, finalement, on produit de l'exclusion. Parce que les personnes se disent, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est pas pour moi. Comment on fait pour que ces endroits soient pour elles? Voilà. Et là, on est obligé de se remettre en question et de s'interroger effectivement sur les pratiques. Par exemple, en introduisant dans un jardin partagé d'autres activités. La notion, par exemple, de pouvoir organiser des barbecues. Alors, nous, on produit du végétal. Mais l'accès à la viande est une subjectivité fondamentale des personnes en situation de précarité. C'est ça, l'accès à l'alimentation de qualité. Ça passe par la viande, il faut savoir le reconnaître. Donc, autoriser, organiser des barbecues, etc., à l'intérieur d'un espace végétal dans lequel on va inclure les personnes dans la production, c'est déjà se remettre en question et trouver une voie. Faire une piste de BMX parce qu'ils peuvent, avec des pelles, ils peuvent faire des petites bosses, les gamins. Ben, c'est une façon pour eux de se dire, cet endroit est à moi. Parce que j'y joue, parce que j'ai fait mon truc à moi. Et ce n'est pas un truc qui m'exclut. Voilà. Donc penser à la démocratie alimentaire, c'est déjà accepter de se remettre en question, tout en agissant, en continuant à agir, bien sûr. Et puis professionnaliser, bien sûr. C'est-à-dire, on a fait un référentiel du bien-vivre alimentaire. Il y a des métiers du bien-vivre alimentaire liés à l'animation, justement, dans les quartiers, l'animation aussi en zone rurale, des dispositifs de mobilité inversée en zone rurale. Je pense à, par exemple, l'opération Bocal et Brouette, qu'on va essayer de déployer. Alors c'est une caravane, et elle part avec les légumes, et elle va dans des zones rurales, et là on fait ensemble les bocaux. Donc on transforme, et les gens ils repartent avec les bocaux. Voilà. Et puis, dans la soute de la caravane, il y a tout ce qu'il faut pour animer le jardin, les brouettes. Et donc on anime avec eux un jardin partagé. Voilà. Donc on tente des trucs. Quelque part, le légume et l'alimentation, c'est juste un cheval de Troie pour fabriquer du lien social et de l'estime de soi. Parce que fondamentalement c'est ça. Manger, c'est ce qu'on est. On ingère et on est ce qu'on ingère. C'est ça on relève dans les paroles des personnes. Voilà. Donc, à un moment donné, être revalorisé par le travail qu'on produit et ce qu'on mange, ça va être fondamental dans la trajectoire d'émancipation des personnes. Voilà. Mais c'est un sujet très délicat et il faut avoir énormément d'humilité. Merci beaucoup, Julien, pour ces liens entre alimentation et inclusion sociale. Je vais passer la parole du coup à Yann, qui va également parler de ces sujets. Yann, comment s'est construit le projet Andes et quelle est un peu votre vision de la lutte contre la précarité alimentaire ? Alors, merci beaucoup pour l'invitation également. Je pense qu'on a eu 2 excellentes interventions qui ont bien posé le décor et les enjeux. Et je pense qu'on va retrouver une partie de ces enjeux dans le cas d'école un peu de terrain que je peux dérouler pour vous, qui est celui des épiceries solidaires, puisque chez Andes, nous sommes un acteur spécialisé sur ce type de dispositif. Donc, en reprenant un petit peu ce que Mathilde a dit en introduction, effectivement, il faut rappeler que l'aide alimentaire s'est construite dans un contexte d'urgence pour répondre à des besoins urgents, dont une partie reste malheureusement prégnant aujourd'hui. Vous pouvez consulter tous les chiffres sur toutes les privations, les repas sautés, etc. Pour une partie de la population, c'est absolument catastrophique. Donc cet enjeu d'urgence reste aujourd'hui. Mais il est vrai que des dispositifs ont été pensés initialement pour répondre rapidement, temporairement à cette urgence, en espérant qu'on revienne à une situation normale. Et on n'est jamais revenu à une situation normale. Donc très vite, il est apparu que l'aide alimentaire avait malheureusement une vocation à perdurer un petit peu, même si évidemment on aimerait bien qu'elle disparaisse en fait. Et quitte à ce qu'elle perdure, autant que ce soit sous la forme de dispositifs plus modernes, qui prennent en compte un peu tous les enjeux qui ont été évoqués dans les précédentes interventions, et par exemple cet enjeu de s'adapter à des besoins très différents selon le type de personnes qui ont besoin de recourir à l'aide alimentaire. Et c'est exactement ce que les épiceries font en essayant à leur échelle de proposer une alimentation de qualité pour tous qui s'adresse à des personnes en situation de précarité mais qui ne sont pas forcément en précarité extrême, parce que les personnes qui sont en précarité extrême, à la rue, pas de revenus, etc., peut-être est-il plus pertinent, malheureusement pour le moment, faute de mieux, de les orienter vers l'aide alimentaire d'urgence. Mais dès lors
que la précarité alimentaire a commencé à frapper d'autres franges de la population, travailleurs pauvres, familles monoparentales, les étudiants, etc. Peut-être est-il plus pertinent de leur proposer un dispositif plus adapté à leurs besoins et qui, en l'occurrence, pour être peut-être un petit peu moins abstrait, se présente comme un commerce de proximité ordinaire, puisque c'est ça, une épicerie, dans laquelle ils peuvent venir faire leurs courses et choisir leurs produits, participer en fonction de leurs revenus et de leur situation personnelle, avec des taux de participation qui peuvent varier sur les produits, qui sont très souvent entre 10% et 30% de la valeur marchande, dans des lieux qui se veulent très conviviaux et accueillants, de manière à permettre à ces personnes non seulement de répondre à leurs problématiques urgentes d'accès à l'alimentation, mais aussi leur proposer un début de tremplin pour leur permettre de sortir de l'ensemble de leurs difficultés, reprendre confiance, se resocialiser, participer à des animations, des ateliers, des échanges, etc. Enfin, tout un tas de choses qu'on trouve dans les épiceries. Et puis en toile de fond, je vous fais ça un petit peu dans le désordre, avoir accès quand même à une alimentation de qualité. Donc pas seulement des produits issus du don et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, dont on a bien besoin quand même, puisque nous sommes dans la contradiction que Mathilde a présentée en introduction, mais compléter ces dons par beaucoup d'achats de produits et notamment beaucoup de produits frais, qui sont quand même une spécialité des épiceries solidaires, où on distribue en moyenne à peu près 30% de fruits et légumes, à titre d'exemple. Donc voilà, ça c'est toutes les spécificités des épiceries, et c'est sur la base de ce modèle, le spécialisé, qui se veut une modernisation de l'aide alimentaire, que le projet d'Andes s'est construit. J'ajoute que le modèle est en évolution permanente. Il ne s'agit pas pour nous d'identifier un dispositif qui fonctionne, puis de le dupliquer à l'identique un peu partout en espérant que ça marche bien. Les épiceries se réinventent en permanence. On a aujourd'hui de plus en plus d'épiceries mixtes, donc qui accueillent une mixité, une diversité de publics entre, d'un côté, des personnes orientées par des travailleurs sociaux en situation de précarité alimentaire, mais aussi d'autres clients qui viennent volontairement à l'épicerie et qui vont payer, eux, 100% du prix des produits. Ça, c'est un exemple. J'en aurai plein d'autres, peut-être pour la suite de la conversation, mais les épiceries itinérantes, les épiceries étudiantes et bien d'autres formes qui se développent sur le terrain. Merci beaucoup Yann. Maintenant, est-ce que Harry, vous pouvez à votre tour nous présenter l'expérimentation de chèque alimentaire durable qui a été mise en place par le Conseil départemental 93 et pourquoi justement le Conseil départemental s'est emparé de ce sujet et quelles sont peut-être les autres actions aussi de lutte contre la précarité alimentaire que vous mettez en œuvre sur votre territoire? Merci. À mon tour de vous remercier pour votre invitation. Je vais donc essayer de convaincre Julien que le chèque alimentaire peut être intéressant. Alors, pour le remettre en contexte, l'expérimentation à laquelle on atterrit aujourd'hui, sur laquelle on atterrit de chèque alimentaire, elle s'inscrit dans un espace politique de coordination. Mathilde Douillet en parlait de la nécessité de ces espaces qui s'appelle le plan alimentaire territorial de Seine-Saint-Denis. Et il est intéressant d'en rappeler l'histoire très rapidement au moment du premier confinement. On se rend compte qu'on a des quartiers de notre département qui sont exposés à une rupture d'approvisionnement alimentaire. Et pour répondre à cette rupture d'approvisionnement alimentaire, et vous parliez des solidarités et de l'entraide de proximité, on constate que des agriculteurs urbains du territoire, privés de leurs débouchés sur Paris, eh bien, se font le lien avec des jeunes de quartier pour organiser des distributions d'aide alimentaire dans ces 10 quartiers et répondre à cette urgence sociale qui était la rupture d'approvisionnement. Le président du département, Stéphane Troussel, décide à partir de ce moment-là qu'il faut qu'on ait une réflexion plus systématique, plus globale sur le système alimentaire territorial de Seine-Saint-Denis et qu'on organise une réflexion visant à favoriser, à garantir un accès pour toutes et tous à une alimentation de qualité.
J'en profite juste aussi pour une petite digression qui est importante, me semble-t-il, quand on lit la définition de la précarité alimentaire dans la loi Egalim, on se rend compte que derrière précarité alimentaire, il y a l'enjeu d'accéder à l'alimentation en quantité suffisante, mais aussi dans une qualité satisfaisante. On a bien ce double enjeu derrière la lutte contre la précarité alimentaire. Bref, le président nous enjoint et l'Assemblée délibère pour engager le territoire dans un plan alimentaire territorial, donc un espace de coordination des initiatives visant à favoriser l'accès à une alimentation de qualité à toutes et tous. Et on partage ça, Julien, nous on se lance aussi avec notre doctrine qui est d'agir pour réfléchir dans cette démarche, c'est-à-dire on ne se lance pas avec l'idée de faire des groupes de travail pendant X mois pour déterminer des orientations prioritaires, puis décliner un plan d'action, puis éventuellement, quand tout le monde sera fatigué par cette phase de réflexion, réfléchir à la mise en œuvre du plan d'action. On part du principe qu'on veut agir pour réfléchir, on part du principe que tout est là, parce que la Seine-Saint-Denis est un territoire d'innovation sociale très dense voilà, et très pluriel, et que c'est à partir de cette richesse qu'on va pouvoir construire cette dynamique. Au travers de nos pérégrinations et de notre dialogue avec beaucoup de partenaires publics, associatifs, privés du territoire, on dégage quand même 7 thèmes prioritaires. La précarité alimentaire, évidemment, les métiers de l'alimentation durable, vous en parliez, la gestion foncière, la restauration scolaire, la résilience territoriale, j'en passe. Et pour chacun de ces thèmes, on travaille avec nos partenaires pour déterminer non pas un plan d'action, mais une expérimentation qui pourrait faire sens pour justement agir, tester, réfléchir, tirer des solutions. À ce moment-là, on découvre l'initiative portée par Action contre la faim à Montreuil, le projet Passerelle, qui est une initiative de transfert monétaire accordé à des familles en situation de précarité, qui n'est pas un transfert monétaire fléché, mais dans le cadre duquel 80% des dépenses sont dédiées à l'alimentation. On partage avec Action contre la faim les enseignements tirés de cette initiative qui a été suivie assez scientifiquement par l'INSERM. On voit que les résultats sont assez positifs. C'est pas la panacée, c'est pas la solution rêvée, mais on s'est bien dit que la lutte contre la précarité alimentaire passait par une diversité de solutions, mais que néanmoins l'initiative d'Action contre la faim a renforcé l'accès aux droits via le lien avec le Centre communal d'action sociale et les services sociaux départementaux, a renforcé le bien-être et la sécurité psychologique, que certes la capacité à accéder à des produits de qualité a été altérée à la fin de la période de transfert monétaire, mais que néanmoins on a d'autres indicateurs, notamment celui du bien-être psychologique qui ont progressé, avec aussi des logiques d'épurement de dettes locatives par exemple, qui ont été permises par ce transfert monétaire. Bref, on rentre en dialogue avec Action contre la faim et on se dit, bah chiche, allons-y, essayons de mettre à l'échelle départementale un dispositif de transfert monétaire dédié à l'accès à une alimentation de qualité. Le nom de chèque alimentaire est durable et très provisoire. C'est le nom de code pour rentrer dans les attendus de l'État et de son appel Mieux manger pour tous. On est tout à fait persuadé qu'il faut qu'on trouve quelque chose de non stigmatisant. D'ailleurs, on est parti là aujourd'hui sur un modèle, puisque c'est le groupe Up qui a répondu au marché visant à tester une solution de paiement de notre chèque alimentaire. On est parti plus sur un modèle chèque déjeuner, ticket restaurant, en se disant que justement c'était intéressant de donner à des familles l'accès à une solution qui d'habitude est réservée à des salariés. C'est aussi, voilà, on donne accès à une solution, on va dire, qui n'est pas accessible à tous aujourd'hui quand il n'y a pas de contribution de l'entreprise ou de la collectivité. Donc on a décidé de monter ce chèque alimentaire durable. On a été suivi par l'État à hauteur de notre demande, ce dont on est assez fiers et heureux. Donc 1 500 000 € sur 3 ans pour un budget global de 2 300 000 €. Donc le reste à charge étant pris en charge par le département de Seine-Saint-Denis, autour d'une expérimentation vraiment autour de 2 axes. Un transfert monétaire, donc système des cartes qui vont être chargées de 50 € par mois et par personne, bonifiable jusqu'à 75 €. On n'a pas voulu non plus stigmatiser ou conditionner l'accès, choisir à la place des bénéficiaires à quel type d'alimentation ils avaient accès. Par contre, on a mis une incitation positive, donc un système de bonification. Cette somme de 50 € peut aller jusqu'à 75 € dès lors qu'on achète des produits dits durables.
Petite digression, on n'a pas de difficulté à discuter avec des surfaces qui vendent des produits durables, avec des épiceries sociales et solidaires, sur la mise en place de systèmes de bonification. C'est beaucoup plus compliqué d'entrer en dialogue avec les grandes et moyennes surfaces, puisqu'il faut qu'elles ouvrent leur système de caisse pour qu'on mette en place ce type de système, et qu'aujourd'hui, très clairement, on n'y arrive pas. Et donc, on parlait des habitudes de consommation, Julien en parlait, et je trouve ça très important, c'est-à-dire qu'on sait que les gens consomment dans les grandes et moyennes surfaces en Seine-Saint-Denis. Donc, on aimerait que cette carte soit utile dans les grandes et moyennes surfaces, mais pour ça, on a besoin de la participation de ces acteurs économiques-là, qui aujourd'hui semblent estimer que ça n'est pas un marché significatif pour eux. Fin de la parenthèse. Donc on va mettre en place ce transfert monétaire pour 1300 à 1400 personnes sur 3 ans, sur 4 territoires d'expérimentation de Seine-Saint-Denis, Montreuil, Clichy-sous-Bois, Villetaneuse, parce qu'il y a une université et on a envie de pouvoir cibler les étudiants, et Sevran, à raison de 6 mois d'expérimentation par territoire. Et on va coupler, ça nous tient beaucoup à cœur aussi, le transfert monétaire d'un accompagnement nutritionnel et santé qu'on ne va pas décréter. On met en place un appel à manifestation d'intérêt doté de 500 000 euros pour soutenir des initiatives associatives, des cours de cuisine, des découvertes de l'agriculture urbaine. Et voilà, on sait très bien que ce n'est pas nous qui sommes détenteurs de ce savoir et de cette capacité d'accompagnement, mais ce sont les acteurs du territoire déjà mobilisés par ces questions. Voilà les cibles prioritaires de ce chèque alimentaire. Ce sont les femmes enceintes et les jeunes mamans, les familles monoparentales, les familles en situation de précarité et les étudiants. Notamment, il nous intéresse de travailler particulièrement avec les jeunes mamans, femmes enceintes et étudiants, parce qu'ils sont à un moment de leur vie où leurs habitudes alimentaires changent. Et on pense que cet accompagnement peut être aussi déterminant dans le fait d'aller vers des habitudes de consommation plus durables, pour le dire rapidement. Voilà, ce qu'on veut évidemment, et je le partage complètement, c'est imaginer un dispositif le moins stigmatisant possible, mais on ne pense pas que le chèque alimentaire par nature soit stigmatisant, on pense que c'est la manière de le mettre en œuvre qui peut être facteur de stigmatisation. Les autres initiatives, j'ai déjà été un peu long, donc je vais faire très vite. Alors évidemment, on soutient les acteurs de nos territoires, les épiceries sociales et solidaires, on met du foncier à disposition pour l'agriculture urbaine. On est partenaire de l'initiative Pariculteur avec la ville de Paris, donc on a depuis 4 ans maintenant, tous les ans, on met des terrains à disposition. On a des acteurs, je pense à Cultissime et à l'association Espace qui travaillent sur le toit des grossistes textiles d'Aubervilliers qui ont des terrains qui ont 3000 m² de surface qu'on accompagne dans leur développement. On réfléchit beaucoup à la notion de cuisine partagée et on essaye de structurer un réseau de cuisine partagée parce qu'on est un territoire où l'agriculture productive a peu de place. Nous, quand on parle de plan alimentaire, on parle souvent de la terre à l'assiette, ou de la graine à l'assiette, ou de la graine à la graine. Nous, on parle de l'assiette à l'assiette. On pense que c'est là le point de départ de notre dialogue avec les habitants. Donc le réseau de cuisine partagée, parce qu'il y a aussi beaucoup d'habitants qui vivent en hôtel par exemple et qui n'ont pas accès à cette possibilité de fabriquer leurs repas. On travaille beaucoup sur les questions de logistique parce que on a d'un côté des épiceries sociales et solidaires qui nous disent ça nous intéresse d'acheter aux agriculteurs du territoire mais on n'a pas de stockage, et des agriculteurs du territoire qui nous disent ça nous intéresse de livrer les épiceries sociales mais c'est trop de petits points de diffus sur le territoire, donc on a des choses à imaginer. Et on est notamment lauréat, je crois que c'était évoqué en introduction du programme PIA 4 sur un système autour de la logistique fluviale et d'une réflexion commune avec la ville de Paris sur le développement de cette logistique canal avec des points de stockage dédiés à l'alimentation qui pourraient être des points de rupture de charge à destination des épiceries sociales. Ça, c'est dans le temps un peu long. Et je voulais juste revenir, pour terminer, sur la question de la restauration scolaire qui a été évoquée. C'est un support de lutte contre la précarité alimentaire. C'est parfois le seul repas équilibré de la journée pour des jeunes, dans notre cas des jeunes collégiens. Donc on vient de refaire tous nos marchés d'approvisionnement. On avait 6 lots pour les spécialistes, je vais vite, mais on est passé à une trentaine de lots, dont une vingtaine est bio. On est en partenariat avec le groupement Le Gab Île-de-France. Donc toute cette refonte de nos marchés d'approvisionnement, évidemment à tarification constante de nos repas, avec une tarification sociale et des repas qui démarrent à 10 centimes, c'est aussi un gage d'accès à une alimentation de qualité pour les
les jeunes de notre territoire, et d'éducation alimentaire autour de la rupture de cet imaginaire autour de la viande. On a fait plein de tests autour de couscous végétarien dans nos cuisines qui fonctionnent très bien dès lors qu'on met des épices sur les tables, par exemple. Donc des petites choses comme ça où on arrive vraiment à construire des choses très intéressantes avec les jeunes. On est en train de développer des expérimentations autour de l'implantation d'AMAP dans nos collèges, avec évidemment des tarifications solidaires. Et puis je voulais citer, pour terminer, le championnat du monde des cuisines du monde, parce que je pense que dès lors qu'on parle d'inclusion, on parle d'interculturalité, en tout cas sur des territoires comme les nôtres. Et cette initiative portée avec Zone Sensible sur notre territoire, qui donne lieu à des concours de cuisine, pour le dire très rapidement, portés par des habitants, des mamans avec leurs enfants, voilà, est un moment assez formidable. Je vous invite à taper championnat du monde des cuisines du monde sur votre moteur de recherche et à vous inscrire et à suivre cette initiative, parce que c'est des moments délicieux à tous les sens du terme, d'inclusion alimentaire et de réflexion sur l'accès à une alimentation de qualité. Merci beaucoup Harry. Suite à votre présentation, on va pouvoir faire le lien avec un autre dispositif porté entre autres par une collectivité. Et je vais passer la parole à Marco Locuratolo qui est en ligne, qui travaille donc à la Fédération régionale CIVAM Occitanie. Donc les CIVAM, c'est les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Donc Marco, vous êtes en ligne. Est-ce que vous pouvez nous présenter le contexte d'émergence du consortium TerraSol à l'échelle de la métropole de Montpellier et ses grands enjeux? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marco Locuratolo, je travaille à la Fédération régionale des CIVAM en Occitanie. Donc les CIVAM sont des structures d'accompagnement sur des projets collectifs de transition agricole et alimentaire. Et on s'intéresse au sein du réseau CIVAM depuis quelques années à la question de la précarité alimentaire pour reprendre le sujet de l'alimentation et en faire un levier de transformation aussi des systèmes agricoles. Si je vous présente aujourd'hui le projet TerraSol, territoire alimentaire solidaire, qui est porté en consortium avec pas mal d'acteurs sur la métropole de Montpellier, c'est surtout parce qu'au sein du projet TerraSol, il y a un projet qui est la caisse alimentaire commune et qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui parce que voilà, on a entendu les enjeux autour de la transformation du modèle de solidarité alimentaire, les enjeux de démocratie alimentaire, les différentes expérimentations. Et nous, effectivement, à Montpellier, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille en coopération avec une trentaine d'acteurs du territoire. C'est un projet qui a été financé par le plan Relance, donc par l'État, dans le cadre du projet national Territoire à vivre, et qui nous a permis de mettre en cohérence et en synergie tout un tas d'acteurs de la société civile, de la recherche, des collectivités locales, pour aboutir à une expérimentation de démocratie alimentaire qui puisse être capable de concilier les enjeux de solidarité alimentaire agricole. Donc, c'est une expérimentation qui se base sur la création d'une caisse alimentaire commune, un budget collectif. Alors, on n'a pas les mêmes moyens dont on parlait tout à l'heure, mais on a quand même réussi à collecter une assiette de 230 000 € de financement public et privé, à la fois de la part de fondations, mais aussi les collectivités locales, villes, métropoles, départements et régions qui se sont engagés sur la mise en place d'une expérimentation qui nous permet d'activer une cotisation citoyenne et une participation d'un panel assez large d'expérimentateurs, donc représentatifs de la population de la métropole, et d'expérimenter un dispositif d'accès à une alimentation de qualité, mais surtout, pour revenir à la question de démocratie alimentaire, choisi par les personnes elles-mêmes. Donc tout le travail de démocratie alimentaire s'est incarné par la mise en place, la mobilisation des habitants et la mise en place d'un comité citoyen de l'alimentation de 50 habitants à qui on a donné la gestion de cette caisse en posant principalement 2 questions. La première étant, est-ce que tout le monde doit accéder au même montant quelles sont la diversité des situations et comment on la prenne en compte dans un dispositif qui a vocation à mettre 100 € par mois par personne participante.
Et l'autre, c'était en fait où est-ce qu'on va dépenser cet argent-là, parce que la question des choix a été évoquée tout à l'heure, et nous, on a vraiment fait un travail sur la notion de conventionnement, et donc il y a eu tout un travail de sensibilisation aux enjeux du système alimentaire, et donc d'identification des lieux, des points de vente, des producteurs qui correspondaient aux attentes des participants. Ce projet, voilà, qui a à la fois une forte vocation de travailler sur les questions et sur la démontrer le possible qu'un autre modèle de solidarité territoriale est possible, s'inscrit aussi dans la recherche de nouveaux liens et nouvelles solidarités avec les producteurs. C'est un projet qui exprime aussi une nouvelle façon de gouverner les questions d'alimentation aujourd'hui sur les territoires, qui s'exprime à travers différentes instances, à la fois un collectif de coopération, 20 structures, un comité citoyen de l'alimentation, 50 habitants qui, depuis le mois d'octobre, se réunissent sur des temps d'apprentissage et des définitions collectives des enjeux. Et ensuite, un comité scientifique et un comité institutionnel qui réunit les collectivités locales aujourd'hui impliquées et sensibles au sujet. Et c'est dans le cadre de cette construction de cette nouvelle gouvernance des solidarités alimentaires qu'on a rencontré l'occasion d'un dépôt auprès de la Banque de Territoire, dans l'AMI, démonstrateurs territoriaux de la transition alimentaire, et qu'on a collectivement décidé d'investir le sujet et d'y ajouter à cette caisse tout un tas de dimensions systémiques qui sont celles de l'approvisionnement, du lien entre les villes et campagnes, qui sont celles de l'émergence en fait aussi des dispositifs de solidarité alimentaire ou d'accessibilité alimentaire, en requestionnant aussi la place du public dans ces stratégies, en y connectant une forte dimension citoyenne avec l'idée de faire émerger dans les quartiers, dans les communes de la métropole des démarches de démocratie alimentaire, et avec tout un volet de recherche et de suivi-évaluation du dispositif qui nous permettra potentiellement de lui donner une autre dimension et on l'espère d'inspirer aussi d'autres territoires. Merci beaucoup Marco. Et vous êtes également dans ce dispositif, du coup vous travaillez avec notamment la métropole de Montpellier. Emmanuel Thomas, aujourd'hui vous représentez la métropole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la collectivité s'est emparée de ce sujet, de la précarité alimentaire et de la transition du système alimentaire à l'échelle de la métropole de Montpellier, et quelle est un peu la politique générale de la métropole sur les sujets de transition alimentaire et solidaire? Oui, merci beaucoup d'abord de votre invitation aujourd'hui. Et j'espère que vous m'entendez bien. C'est juste une petite question technique avant de... Ça vous va? C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Pour répondre à votre question, je rebondis sur votre introduction, notamment celle de la Fondation Carasso et de la Banque des Territoires, sur la complexité du sujet et la modestie qui nous oblige un petit peu... dans un sujet de cette envergure. Donc voilà, c'est vraiment en toute modestie qu'on est devant vous, avec sur Montpellier un goût certain pour l'expérimentation qui est lié à la chance que nous avons d'avoir sur le territoire des nombres de chercheurs et d'associations et de structures interprofessionnelles qui nous sont d'un appui extrêmement précieux et qui font qu'on est peut-être là aussi devant vous grâce à cet écosystème. Concrètement, pour la métropole et la ville, mais bon, pour la métropole, la politique agroécologique et alimentaire, elle date de 2015, avec une première labellisation PAT en 2016, une révision de cette stratégie en 2022 avec une nouvelle gouvernance, une labellisation en PAT mature niveau 2 dans la foulée.
Et bon, sur des axes stratégiques relativement classiques pour des territoires autour de la notion de façonner un territoire nourricier, de structurer un approvisionnement durable et résilient, de diffuser des savoirs et promouvoir l'innovation. Ça, on y tient beaucoup pour les raisons que j'évoquais juste avant. L'idée aussi de construire une gouvernance territoriale, j'y reviendrai. Et un nouvel axe, on y vient, autour qui n'existait pas jusque-là et qui s'est vraiment affirmé autour de l'objectif de permettre à tous les habitants d'accéder à une alimentation de qualité et choisie. Donc c'est là qu'on arrive à notre préoccupation du jour. Et comment est-ce qu'on y est arrivé dès le départ? C'est une politique publique qui s'est construite à la demande de l'élu qui l'a portée à l'époque et qui la porte encore aujourd'hui, même s'il y a eu une petite intermittence, de faire du bottom-up, c'est-à-dire en gros de travailler avec les partenaires, avec le terrain, avec le milieu associatif, les entreprises, les citoyens, à l'identification de toutes les initiatives, de toutes les propositions qui pouvaient alimenter cette politique publique. Et ce, dès le 2015, et depuis ce temps-là, on est vraiment dans cette philosophie qui est, bon, pas simple, assez chronophage, mais qui a un avantage assez immense, c'est que on se trouve avec quelque chose qui est peut-être moins lisible et moins communicant parfois, mais qui est redoutablement cranté avec le réel, c'est-à-dire que nos plans d'action sont assis sur des initiatives que l'on vient accompagner, cofinancer, faire valoir, donner à voir à travers différents leviers, et que ce que l'on affiche est une vraie réalité. On a essayé d'éviter ce qu'on peut voir parfois dans tous les domaines, hein. C'est surtout pas une question de thématique alimentation, mais de risque d'avoir parfois des grandes démarches de diagnostic qui aboutissent à des plans d'action gigantesques, mais en face desquels il n'y a pas vraiment de réalité, pas de budget, pas d'initiative de terrain. Donc voilà, on est parti dans cette philosophie-là, et c'est ce qui nous porte encore aujourd'hui, avec donc cette nouvelle orientation depuis 2021-22 autour de la solidarité alimentaire, affirmée, et dans une dimension citoyenne affirmée elle aussi. Mais quand vous êtes en responsabilité dans une collectivité avec une commande politique de cette sorte, dans un environnement d'une complexité redoutable, avec des stigmates importants de pauvreté, même si la métropole, la ville de Montpellier sont très attractifs, avec une image d'innovation qui est une réalité dans des secteurs d'excellence, le numérique, la santé, j'en passe, les énergies nouvelles, enfin bon. Il n'en reste pas moins que ça reste un territoire marqué par un taux de pauvreté important. La ville de Montpellier est à 26% de taux de pauvreté, la métropole à 19%. On a des quartiers prioritaires qui montent à 60% de taux de pauvreté. Et donc on est bien au-dessus des moyennes nationales. Et donc ça, c'est une réalité qui s'impose. Et donc on a vraiment souhaité avoir cet axe-là au sein de notre politique agroécologique et alimentaire. Mais le fait qu'on avait cette historique de partenariat, lorsque on développait nous-mêmes nos propres actions, et on y reviendra, dans ce domaine, sur cet axe de la solidarité alimentaire, de la démocratie alimentaire, mais lorsque Territoire à vivre, la FR-CIVAM se sont présentés avec l'opportunité de l'appel à projet de la Banque des Territoires et la proposition qu'on a marketée un petit peu Terrasol, tous les ingrédients étaient en place pour, en très peu de temps, on a travaillé vraiment en mode fast-track, mais vraiment être en confiance les uns avec les autres et alimenter de tous les projets qui faisaient sens la proposition que vous avez eu la gentillesse de retenir pour nous financer l'étude de la partie amont. Et justement, d'ailleurs, oui. Justement, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous présenter de manière opérationnelle le projet Terrasol et son articulation avec vos politiques publiques à l'échelle de la métropole? Alors, vous avez les axes qui s'affichent devant vous. Marco reprécisera les éléments de la caisse. Et moi, je vais donc vous préciser ce qui, à l'intérieur de ces axes, est apporté par la métropole. Dans
Dans la partie dispositif citoyen et accessibilité alimentaire, nous avions et nous avons déposé donc dans Terrasol un projet qui s'appelle Paysage alimentaire et qui consiste à étudier, et qui est d'ailleurs une production initiale, je le signale, de la recherche montpelliéraine autour de l'accessibilité alimentaire et de l'identification de toutes les carences qui peuvent se présenter. Et donc on a bénéficié là, une fois de plus, de l'apport de la recherche et qu'on essaie de traduire en opérationnel et en politique publique autour de la notion de paysage alimentaire pour recomposer un paysage alimentaire sous différentes formes. On n'est pas uniquement sur la notion de commerce, mais également sur des solutions beaucoup plus diversifiées d'accès à l'alimentation. Donc ça, c'était quelque chose qu'on portait par ailleurs, de manière partenariale, mais qu'on a versé au projet Terrasol. Dans cette même orientation des dispositifs de citoyenneté, on travaille là aussi avec la recherche depuis longtemps sur la notion de portrait alimentaire. Et on est allé vers la notion d'observatoire de l'alimentation, des solidarités alimentaires à l'échelle de l'Hérault, là aussi appuyé par la recherche et qu'on a versé au projet Terrasol et qui va nous permettre de suivre l'évolution de la situation de précarité alimentaire sur le territoire, qui est quand même un facteur essentiel de l'action publique, qui est quand même l'observation. En matière de prospective, nous avons versé une démarche de prospective. La métropole, qui a travaillé un petit peu par itération depuis les initiatives de terrain, n'a jamais fait l'effort encore, ou le temps, on va dire, de structurer une gouvernance appuyée par une prospective. Et donc on a versé cela au sein de Terrasol pour lui donner en plus une dimension solidaire affirmée et bénéficier de tout le background coopération et association des citoyens à la participation. De la même manière, on expérimente la caisse alimentaire en étant cofinanceur et en participant, je dirais, comme un acteur lambda parmi les autres à la caisse alimentaire. On laisse vraiment l'initiative à Territoire à vivre et au comité citoyen de porter cette action. Et nous, on intervient certes en financeur, mais on n'intervient pas sur les choix que doivent porter les citoyens. Et enfin, en matière d'approvisionnement, on est membre à part entière où on travaille à la structuration des filières d'approvisionnement. Donc, pour résumer, si vous voulez, toutes les actions que nous portions déjà ont été versées, pas toutes, mais toutes celles qui correspondaient et qui croisaient avec les enjeux, ont été versées de manière très volontaire pour les travailler ensemble. Merci beaucoup Emmanuel. Et pour compléter ce que vous avez présenté, Marie-Clémentine, vous pouvez aussi nous apporter la vision côté ville de Montpellier. Donc vous êtes à la ville. Est-ce que, pareil, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que la ville fait sur ces sujets-là et surtout quelles sont les articulations avec le projet Terrasol? Oui, donc bonjour à tous à mon tour. Et à toutes. Alors au niveau des dispositifs sur la lutte de la précarité alimentaire, donc au niveau de la ville de Montpellier, il y a évidemment une compétence en lien avec l'aide alimentaire classique, donc qui est portée par les politiques sociales et notamment la cohésion sociale à notre niveau. Donc là, c'est vraiment pour une réponse à la base à l'urgence en fait de la précarité alimentaire, donc avec les publics en grande précarité, avec les repas préparés, également des distributions de colis alimentaires, mais aussi des formes d'accès à l'alimentation donc, qui favorisent l'émancipation des publics. Donc, au niveau de nos politiques sociales, donc, le service de la cohésion sociale a déployé un réseau d'épiceries sociales et solidaires aussi à l'échelle de la ville de Montpellier, donc en partenariat évidemment avec les associations qui développent ces épiceries. Donc ça, c'est vraiment la partie politique sociale. Et côté politique alimentaire, donc là, on a un nouvel axe qu'on a baptisé alimentation solidaire, qui a vraiment émergé avec le nouveau mandat et qui est venu d'une réflexion à la base donc, sur la restauration scolaire, donc, qui est vraiment la compétence municipale au niveau de la politique alimentaire. Donc l'idée était déjà de mettre en place une tarification sociale au niveau de la restauration scolaire. Il était aussi envisagé une étude en fait, pour redéployer des cuisines dans les quartiers et d'utiliser ces cuisines aussi en les ouvrant aux habitants sur les quartiers pour justement un accès à des cuisines partagées, à des ateliers de cuisine, pour l'entrée, sensibilisation, modification des comportements alimentaires, mais aussi accès à des lieux de restauration, des lieux d'achat aussi de produits de qualité. Au final, après étude, donc il en est resté que c'est une nouvelle cuisine centrale qui va voir le jour, mais est restée l'idée de mailler les quartiers avec des lieux d'alimentation solidaire sous forme de tiers-lieux et que du coup on appelle maison d'alimentation solidaire.
Donc ça, c'est vraiment venu cette initiative de la restauration scolaire, mais avec voilà, cette nouvelle branche de démocratie alimentaire et derrière d'accessibilité à tous et toutes à une alimentation saine et de qualité. Et sous une entrée aussi de gouvernance partagée, donc en associant les habitants et les associations dans les quartiers pour monter ces fameuses maisons de l'alimentation solidaire. Donc tout ça, c'est dans un projet plus global qu'on appelle la Cité de l'alimentation à Montpellier, donc qui a vraiment été entériné en 2021. Et dans ce cadre-là, nous avons pu aussi émarger à Terrasol par rapport aux actions phares qui sont portées sur cette notion d'alimentation solidaire. Donc comme je vous parlais, les réseaux de maisons d'alimentation solidaire, donc en partenariat évidemment avec les acteurs de Territoire à Vivre, le collectif, mais aussi la caisse alimentaire commune. Hein. Donc l'idée, c'est que ce soit aussi des lieux qui rentrent dans le conventionnement de la caisse alimentaire commune avec cette entrée accès à tous à des produits de qualité. Évidemment aussi, on soutient les associations et tous les acteurs d'alimentation solidaire, donc soit par du financement, soit en essayant de les accompagner à différents niveaux. Et enfin, on s'interroge aussi sur l'entrée commande publique et comment mutualiser la commande de la restauration scolaire pour en faire bénéficier les acteurs de l'alimentation solidaire. Donc à quel niveau de mutualisation on peut aller. Donc il y a la partie sourcing, mais aussi la partie achat, voire jusqu'à une partie logistique. Dans la nouvelle cuisine centrale, l'idée c'est de réserver un espace de stockage aussi pour les acteurs d'alimentation solidaire et voir jusqu'où on peut faciliter aussi par rapport à toute cette commande publique et l'ingénierie logistique qui en découle. Voilà. Et si quand même pour finir, par rapport à cette notion d'alimentation solidaire, elle est vraiment, donc, comme je vous disais, née de cette entrée restauration scolaire où il y avait eu tout un travail de structuration de filières pour vraiment améliorer la qualité dans l'assiette au niveau des écoles primaires. Et vraiment, l'idée, c'était de faire bénéficier de cette structuration de filières, donc en élargissant à l'ensemble des habitants de la ville de Montpellier, donc avec vraiment cette entrée solidarité le long de toute la chaîne alimentaire. Donc avec en amont une juste rémunération des producteurs locaux, des artisans locaux, l'ensemble des acteurs qui fournissaient la restauration scolaire, et aussi donc une entrée accessibilité à tous derrière à des produits de qualité. Donc dans vraiment cette poursuite de la tarification sociale et du service rendu au niveau de la restauration scolaire. Donc on a posé cette notion d'alimentation solidaire. Et du coup derrière les prérequis, nous c'est vraiment la mixité sociale. Donc aussi culturelle, générationnelle, mais avant tout sociale. Donc on est vraiment dans une forme de nouvelles formes de solidarité, d'émancipation des publics, mais aussi vraiment avec cette ouverture à tous. La notion vraiment d'accès à des produits sains et de qualité par l'achat et la restauration, donc ça, vraiment développer des lieux permettant ça. Et enfin, voilà, la sensibilisation aussi par le co-apprentissage, le développement de nouvelles compétences, de pratiques collectives, en créant aussi des espaces démocratiques de débat et de construction de positions sur l'alimentation. Et enfin, une gouvernance partagée, inclusive, à l'échelle de tous ces niveaux. Et c'est l'ensemble de ces prérequis qu'on veut retrouver dans les maisons d'alimentation solidaire qu'on porte à l'échelle de la ville, donc en articulation avec, au sein de Terrasol, les membres du consortium, la caisse alimentaire commune, mais aussi, et ça c'est important, en articulation aussi avec les autres politiques publiques, que ce soit à échelle ville et métropole, donc la partie politique sociale, cohésion sociale, évidemment la politique agroécologique et alimentaire de la métropole, mais aussi la politique de la ville, avec les interventions dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc on a monté aussi un groupe de travail en transversalité en interne ville et métropole, et ça rend d'autant plus fort notre action au quotidien et justement la transformation de la solidarité alimentaire qu'on souhaite. Voilà. Merci beaucoup Marie-Clémentine. Vous parliez justement de juste rémunération des producteurs. Je vais me tourner à nouveau vers vous Marco sur ce sujet-là. Rapidement, est-ce que vous pouvez un peu nous partager le rôle de la CIVAM dans cette expérimentation Terrasol? Parce que initialement, CIVAM, vous êtes plutôt un groupement mobilisé pour les agriculteurs plutôt que sur les enjeux de précarité. Donc pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes chef de file du projet et comment vous faites le lien avec ce sujet amont de la filière? Oui, merci. Donc, pour préciser pourquoi nous sommes chefs de file, c'est une question vraiment de portage et de coportage du projet de caisse alimentaire commune. On le disait tout à l'heure, le travail le pari de la coopération qui a été fait par nos structures nationales, par 5 structures nationales dans le cadre du projet Territoire à Vivre, nous a permis de modéliser
cette expérimentation sur un temps assez long. Et je reviens vraiment sur l'importance qui a été pointée au départ de l'importance de la mise en coopération d'acteurs, parce que je pense qu'on n'est pas arrivé au bout de la question de l'innovation territoriale, organisationnelle sur les territoires. Nous, c'est les schémas sur lesquels on travaille, c'est une expérimentation, donc on fait, on observe, on met en place, on décide et ensuite on rectifie. Donc on était avec l'association VRAC Ecocinas, adhérente au réseau VRAC, en pilotage de cette expérimentation de coopération. On l'a menée en mettant en place différentes instances et c'est dans ces cadres-là qu'est la rencontre avec la ville, la métropole et tout un tas d'autres acteurs qu'on n'a pas forcément tous cités, nous a fait converger vers la mise en place d'un projet plus ambitieux, plus long et aussi plus systémique. L'importance du projet de caisse et donc de son inscription dans TerraSol, c'est vraiment le fait de tenter une systémie entre la question de la solidarité alimentaire agricole et nous, du côté des producteurs, des réseaux paysans, en fait, on n'a pas forcément un rôle de vente, de commercialisation sur des produits agricoles. On est plutôt là à modéliser la participation et le changement des enjeux agricoles dans des projets comme la Caisse. Donc on accompagne cette réflexion sur la dimension agricole dans les modèles de solidarité alimentaire. Et je vous donne 3 exemples. Au sein des CIVAM, on travaille depuis toujours dans la relation entre le monde urbain et rural, entre la consommation et la production. Et en fait, on amène cette compétence d'éducation populaire et de rencontre entre deux mondes, notamment à travers le mécanisme du conventionnement, qui est un mécanisme clé du process de démocratie alimentaire de la Caisse alimentaire commune, c'est-à-dire accompagner les citoyens dans la compréhension du système alimentaire défaillant, donc comme on a pu le dire en introduction, et qu'est-ce qu'on peut collectivement décider, apporter comme solution pour reconnecter des enjeux qui sont à la fois la démocratie alimentaire, l'accès digne à une alimentation de qualité et ensuite la question de la transition de nos modèles agricoles et alimentaires. Donc nous, les mécanismes qu'on met en place, c'est celui-ci, c'est une expérimentation, on espère vraiment rentrer dans un process d'expérimentation sur plusieurs années, sur le long terme. Aujourd'hui, ça nous permet effectivement d'avoir un budget qui nous permet d'avoir 100 € par mois à travers un outil de gestion qui est une monnaie alimentaire. Il y a une quarantaine de points de vente aujourd'hui qui sont conventionnés et qui acceptent donc ce budget. Ils ont été décidés démocratiquement par le comité citoyen. Ce sont à la fois des points de vente qui s'inscrivent dans une durabilité et dans le lien avec la production locale, mais ce sont aussi des producteurs indirects sur les marchés. On travaille sur un volet de structuration d'une dynamique de coopération à l'échelle des points de vente pour voir comment on peut consolider toute l'amont et la structuration filière. Et surtout, on imagine pouvoir tenter et tester des changements d'échelle et voir en fait comment on arrive à financer ces process de transition. Juste pour vous dire, pour terminer, c'est ce qu'on remarque de façon assez nette aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les choix éclairés, les choix en connaissance de cause des citoyens, effectivement, se dirigent plutôt vers des choix d'alimentation durable. L'idée d'acheter moins cher en mettant en précarité l'amont de la filière n'est pas du tout un choix qui a été fait. Et que de l'autre côté, en fait, la création d'un budget avec un système d'hybridation des ressources, donc financement public, privé et contribution des citoyens, nous permet aujourd'hui de mettre à front de 120 000 € de financement public, potentiellement à la fin de l'expérimentation à l'été, un équivalent, un montant de moyens de 120 000 € qui viennent des contributions citoyennes. Et donc, en fait, là, on tient un mécanisme de transition qui nous paraît assez intéressant, sur lequel il faut investir, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la participation et l'engagement dans le changement de pratiques alimentaires
des citoyens et de tous dans une vision universaliste. Donc, il faut impliquer tout le monde dans cette transition. Et de l'autre, en fait, il faut revendiquer aussi un changement de politique publique parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Fonds européen d'aide aux plus démunis en fait, mobilise énormément d'argent, qu'il y a une politique agricole commune à l'échelle européenne qui structure nos filières. Et donc, à partir de là, on a besoin de revendiquer un changement de politique publique. Et après, on voit comment impliquer aussi le secteur privé. Nous, on pense aussi à des formes de cotisation directement au sein des entreprises pour engager les citoyens de tout type, y compris les moins concernés, mais ceux aussi qui ont la capacité de financer la transition, de les impliquer dans un mécanisme qui soit commun, un mécanisme de territoire, de solidarité alimentaire et agricole. Merci beaucoup Marco. Et pour finir très rapidement, je voulais revenir aussi sur ce sujet-là avec vous Yann, côté Andes, parce qu'on a vu que c'était une partie, un sujet important dans l'aide alimentaire. Comment vous prenez en compte l'amont de la filière et les enjeux d'approvisionnement chez Andes ? Alors, effectivement, dans l'aide alimentaire, il faut rappeler dans quel contexte on évolue. L'approvisionnement, c'est quand même l'enjeu clé de toutes les structures. Et ce, parce que, d'une part, il y a des hausses de fréquentation, une baisse des dons de produits en volume, mais aussi en qualité, des bénéficiaires plus nombreux. Enfin, voilà, toute cette équation insoluble dont on entend parler seulement, malheureusement, depuis quelques mois, alors que tout ça se trame depuis des années. Donc tout ça n'est pas très favorable, mais sous réserve que les financements publics puissent suivre, nous pensons qu'il faut que cette menace soit transformée en opportunité. Opportunité liée au fait que nous allons devoir acheter une proportion plus significative de produits. Et si on doit acheter plus de produits, autant le faire le mieux possible, de la manière la plus structurée, la plus intelligente, la plus locale, avec des produits de qualité et idéalement une proportion croissante en provenance directe des producteurs, quitte à ce que à l'échelle de la tête de réseau, on s'occupe de la problématique de la logistique que vous évoquiez tout à l'heure, puisqu'effectivement, les épiceries sont de petites structures sur les territoires. Partant de là, il y a énormément d'initiatives, je ne vais pas toutes vous les décrire. On a touché du doigt, au travers de quelques interventions, la plus-value apportée par le programme Mieux manger pour tous, qui est quand même une nouveauté qui mérite d'être signalée. Un financement d'État séparé en deux volets, dont un volet national pour les grandes associations d'aide alimentaire venant renforcer leur financement d'approvisionnement avec des engagements pour plus de produits de qualité, plus locaux, plus durables, etc. Donc évidemment, nous, chez Andes, on s'engouffre dans cette brèche. J'ajoute que cette menace que l'on peut transformer en opportunité est l'occasion de développer des collaborations multidimensionnelles avec les producteurs et pas seulement de les considérer comme fournisseurs. Notre idée n'est pas de développer une relation strictement commerciale avec les agriculteurs et les producteurs, sans quoi on va retomber assez vite dans des contradictions, mais de travailler pour mettre en place des solidarités croisées, mieux se connaître, faire en sorte que les bénéficiaires connaissent les producteurs, que les producteurs connaissent l'épicerie solidaire et les bénéficiaires. Et il y a énormément de choses à faire en la matière, à l'image, nous aussi, finalement, d'un projet de chèque alimentaire durable que l'on s'apprête à expérimenter en Occitanie en partenariat avec le réseau de producteurs TRAM. Je vais très très vite, mais on va essayer de maximiser les approvisionnements des épiceries provenant des magasins de producteurs TRAM, puis en sortie d'épiceries, de nos épiceries. Les bénéficiaires auront temporairement des sortes de chèques alimentaires durables pour continuer à s'approvisionner, donc faire leurs courses, soyons clairs, dans ces magasins. Et puis après, il y a une approche un peu expérimentale pour voir si ça modifie durablement leurs pratiques de consommation. Ce qui m'amène au dernier enjeu, et j'en ai fini, j'espère que je ne suis pas trop long. Derrière tout ça, et ça a été bien dit par Julien, il y a quand même un enjeu qui nous semble clé, a fortiori pour notre modèle qui repose sur le libre choix des personnes, le libre choix de leurs produits, entre autres, c'est de ne pas leur dire ce qui est bon pour eux. Donc il faut trouver
la bonne approche. On a ce questionnement sur cette expérimentation en Occitanie, on l'a sur plein de sujets. On va acheter beaucoup plus de produits bio, de produits locaux, etc. Et on a des débats internes sans fin qui sont passionnants pour comprendre comment embarquer les bénéficiaires de nos dispositifs et qu'ils ne nous disent pas ce que l'on entend parfois, et ce qui est terrible, les produits bio, ce n'est pas pour nous. Bon, et ben là, derrière, il faut qu'on déroule tout un tas d'actions, de sensibilisation, etc., sans, à la fin, leur imposer, parce que c'est eux qui décident, c'est le fondement du dispositif, et on ne souhaite pas qu'il en soit autrement. Voilà, pour aller vite. Merci beaucoup Yann. Le temps passe très vite, mais comme on a commencé un peu en retard, on va garder quelques minutes pour un temps de questions-réponses. Si dans la salle ou si à distance, pour ceux qui peuvent rester encore connectés, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux intervenants. Pas de questions? Tout le monde s'est déconnecté, non? C'est bon. Oui. Non, il n'y a pas de questions sur le chat, mais j'en profite du coup, comme on a Montpellier et Sivam encore connectés, pour leur poser une petite question sur le modèle économique de la caisse. Donc évidemment, il y a la subvention via l'AMI démonstrateur de l'État et de la caisse, mais est-ce que voilà, vous pouvez donner peut-être à ceux qui nous écoutent, et notamment des collectivités ou autres collectifs qui voudraient se lancer, un peu les grandes bases de ce modèle économique, voilà. Oui, alors, comme on disait tout à l'heure, la question du modèle économique est une question sensible. Et il faut voir qu'est-ce qu'on y met derrière. On a un modèle de fonctionnement sur un modèle de fonctionnement économique, on va dire, qui aujourd'hui est donc on a un budget d'environ 230 000 euros, sur lesquels, comme je disais, qui vient de financements publics et privés. On a des financements privés de la Fondation Carasso, la Fondation de France, et du côté public, effectivement, une participation des collectivités locales, villes, métropoles, départements, régions. Et donc cette assiette nous a permis d'activer à travers les formes de cotisation des participants, des expérimentateurs, des 350 expérimentateurs, une cotisation qui, qu'on l'espère, pourra venir un peu renforcer le modèle économique. Donc on aura probablement à la fin environ 120 000 euros. Et ça en raison du fait qu'aujourd'hui on observe une participation avec un taux de cotisation moyen qui est de 60 euros. Donc effectivement, à la caisse, il y a des formes de contribution qui sont pour certains de 1 euro par mois pour avoir un budget de 100 euros, et d'autres qui sont plutôt à 80, 100, y compris 150, 170. Donc effectivement, voilà, ça c'est un premier élément de réponse. Après, aujourd'hui, on essaye d'ouvrir tout un tas de pistes. Comme je disais, la participation des entreprises dans des formes très différentes, c'est une piste qu'on commence à explorer. La question de la pérennité des financements publics est aussi une question centrale, c'est-à-dire comment on arrive à trouver des financements publics par la redirection de politiques publiques déjà en place aux nouvelles qui nous permettent de consolider le modèle et de permettre une montée en puissance. Et derrière, je pense que la question du modèle économique aujourd'hui est à voir au regard des résultats et des externalités positives et négatives qu'on produit ou qu'on empêche. Et donc, c'est un peu le travail de suivi-évaluation qu'on essaye d'avoir et de mettre en place sur les années à venir, de façon à montrer qu'effectivement, à travers un mécanisme de caisse, on peut avoir des résultats qui sont multiples, à la fois un travail de redistribution d'un budget, un budget commun à travers le système de caisse, qu'on peut aussi avoir un impact sur le développement local d'initiatives et aussi participer au changement des paysages alimentaires, et derrière aussi, troisième niveau d'effet, avoir des effets sur la structuration filière et donc répondre à ces enjeux de transition agricole. Donc voilà, disons qu'au-delà de tomber dans l'injonction du fait qu'on soit autonome et que la caisse soit autonome,
pour ne pas retomber dans les vieux chemins. Je pense qu'on va s'attaquer plutôt à analyser quels sont les gains de ce modèle. Et donc, je laisse la parole à Emmanuel Thomas qui a sans doute à préciser. On vous laisse compléter, Emmanuel. Oui, c'est déjà pour aussi rappeler que dans la contribution qu'apporte la ville et la métropole, on fait levier sur les financements du plan pauvreté apporté par l'État. C'est important de le signaler. Il y a vraiment un financement croisé État, région, département, métropole et ville, in fine, en termes de financement public, donc dans la caisse alimentaire à proprement parler. Et plus largement, j'aurais dû peut-être le dire tout à l'heure, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ce collectif, avec cette expérimentation, c'est aussi l'illustration de l'enclenchement de financement apporté par l'État, d'une part très en amont de ce qui s'est passé ensuite dans Terrasol, mais grâce au plan de relance et au travail que Territoire à Vivre a pu produire de réflexion, de conception, qui sont venus à point pour ensuite répondre à l'appel à projet de la Banque des Territoires, donc autre financement de l'État, qui a permis de mobiliser et la ville et la métropole sur leur financement en propre, mais qui ont fait levier aussi, fait levier sur les financements État par le pacte, le plan pauvreté et demain par le pacte des solidarités. Et donc on voit bien qu'il y a une articulation là, globale qui, dans le cas présent, se passe bien. Et que on espère voir se prolonger à l'avenir et s'amplifier même. Alors, avec une petite déception, je dois le signaler pour ce qui nous concerne, sur l'appel à projet Mieux manger pour tous, néanmoins, où on a une proposition qui n'a pas trouvé preneur. Mais bon, on ne peut pas gagner à tous les coups. Merci Emmanuel. Julien, je crois que vous vouliez réagir, ajouter un petit mot. Oui, c'était un petit mot parce qu'on a envie quand même de dire comment on pourrait rendre notre système alimentaire inclusif à plus large échelle, puisque on a le droit d'être ambitieux à la fin. J'ai parlé d'humilité au début. Donc clairement, là, on a des éléments qui sont très structurants dans ce qu'on a entendu, notamment l'articulation des financements État, collectivité, sur les initiatives locales. Il y a 3 points, nous, qui nous semblent relever d'un projet sociétal, d'intérêt général, et qui pourrait être un formidable vecteur de confiance dans l'action publique, parce qu'il y a une défiance sur l'action publique, personne n'y croit, etc., avec les conséquences politiques que l'on sait. Il y a aussi une défiance vis-à-vis des initiatives citoyennes aussi. Voilà, donc on joue gros sur cette affaire, quoi. Donc autant aussi avoir des ambitions importantes. Nous, on attend la stratégie nationale nutrition, alimentation, climat, qui doit être le support de la planification écologique sur tous ces enjeux-là. Piloté par 3 ministères, avec derrière un certain nombre de partenaires de grandes agences étatiques, etc. Bon, donc les véhicules existent. Donc la proposition qu'on pourrait faire, nous, premièrement, c'est de mobiliser le monde de l'insertion par l'activité économique au cœur de ce projet sociétal. Pourquoi ? Parce que ça crée les emplois. Ça crée des dizaines de milliers d'emplois. Voilà. Il y a 1300 ateliers chantiers d'insertion en France, il y en a 613 qui sont sur l'agriculture et l'environnement. C'est énorme. Ça représente plus de 500 millions de produits d'exploitation. Rien qu'en 2022, 200 millions d'investissements. Voilà, il existe des opérateurs professionnalisés qui sont capables de structurer ça largement. Donc ça existe, il suffit de les voir. Ce support-là, on pourrait le mobiliser sur 3 champs. Le premier, développer des territoires à vivre partout. On l'a entendu, il y a un site territoire à vivre, vous trouverez toutes les explications sur Montpellier, Aix-Marseille, Lyon, Toulouse, etc. Les développer partout, c'est-à-dire vraiment être au cœur de la collectivité, de la commune, sur cette logique de coopération interacteurs et de maillage des financements, etc. Ça peut être reproduit partout, à la forme que chacun y mettra, mais sur des référentiels partagés. Donc là-dessus, l'insertion par l'activité économique, pour nous, est un enjeu clair de construction de filières, de logistique, de distribution, de restauration, etc., etc. Créateur d'emplois solidaires. Le deuxième point qu'on essaie, nous, de travailler en ce moment, et c'est un grand moment, c'est un grand, grand moment très difficile. L'État a dit, l'aide alimentaire, j'ai 60 millions d'euros, faites-en quelque chose de qualitatif. Alors, il y a des déçus de Mieux manger pour tous, mais les grandes associations nationales habilitées à l'aide alimentaire, dont nous, disposons de moyens pour acheter qualitatif. Voilà. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Où vont-elles acheter ? Et pourquoi acheter dans le cadre d'une économie circulaire qui s'appuierait sur les chantiers d'insertion qui produisent solidairement ces légumes bio ? Donc c'est ça qui est en train de se passer. Mais on a affaire à des gens qui sont en logique historique de filière longue. Et la question de la construction du circuit court, du passage à l'échelle locale, est extrêmement compliquée. Donc c'est un moment critique.
C'est un moment critique. Et ça, il faut vraiment qu'on soit soutenu, et qu'on se soutienne entre nous et on avance pas à pas tous les jours de manière très concrète et lourde sur ces sujets-là, avec la Fédération des banques alimentaires, avec le Secours populaire, avec la Croix-Rouge, etc., pour travailler cette remise à l'échelle locale basée sur l'idée qu'on doit s'appuyer d'abord sur l'économie sociale qui produit, etc. Donc derrière, les ministères doivent aussi soutenir cette synergie de politique publique, et non, on la réclame en disant ministère du Travail, ministère de la Solidarité, ministère de l'Agriculture, mais vous ne voyez pas qu'il y a une évidence à construire ensemble. Cette évidence est comprise. Après, c'est un autre sujet. Et le dernier point, et ça c'est un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'autoproduction accompagnée. Il a existé des moments dans l'histoire moderne où des pays ont su dire « nous allons créer partout des espaces nourriciers partagés ». Un exemple, le New Deal de Roosevelt. Il a créé effectivement des jardins de secours partout aux États-Unis. Mais quand je dis partout, c'est gigantesque. Et ça a commencé par un fait, on va créer un emploi, c'est le jardinier solidaire. Donc, création d'emplois publics massive de jardiniers solidaires. Ces jardiniers solidaires ont créé ces jardins où tous les citoyens pouvaient venir. 3 milliards de dollars en 3 ans de l'époque, pour que tous les États-Unis soient dotés en autoproduction nourricière qui a largement dépassé la production commerciale. Donc, on était bien en situation de stress, de crise alimentaire majeure après la Grande Dépression. Il y a bien eu une réaction étatique à cette échelle-là, qui a ensuite préparé les Victory Gardens de la guerre de 39-45, enfin 41-45, pour effectivement retourner des pelouses, etc., et être autonome en production alimentaire. Donc on a bien eu des sursauts qui étaient capables d'anticiper des crises majeures comme une guerre mondiale. Voilà. Donc là aussi, qui d'autre que, et on a les exemples, des gens qui viennent des jardins d'insertion, etc., deviennent des encadrants demain de toutes ces surfaces nourricières en France. Voilà, donc 3 rêves importants. Je tenais à le dire parce que je suis un peu exalté par ces questions-là. Merci beaucoup pour ces compléments et surtout merci à toutes et à tous les intervenants pour leur contribution ce soir. C'était un échange très riche. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Moi, je retiens que c'est à l'échelle des territoires qu'il est pertinent d'agir sur ce sujet de l'alimentation qui permet de recréer des nouvelles formes de solidarité aussi et de retisser du lien entre les populations. Et que voilà, il faut imaginer des modes de fonctionnement innovants, collectifs pour se réapproprier notre système alimentaire. Et proposer surtout une alimentation choisie, de qualité, pour tendre vers la durabilité. Donc à nouveau, merci à tous, merci à ceux qui nous ont écoutés en ligne et sur place. Je vous rappelle que c'était donc la fin du cycle sur la transition agricole et alimentaire, et vous pourrez retrouver tous les replays des précédents événements en ligne. Il va y avoir également le podcast qui sera fait en début d'année 2024 pour reprendre toutes ces conférences. Et ensuite, j'invite à ceux qui sont sur place à nous rejoindre pour un petit cocktail. Et encore, merci à nos intervenants à distance, à qui je souhaite une très bonne soirée. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.